Avez-vous déjà eu l'impression étrange et persistante que quelqu'un occupe votre esprit sans relâche, comme une présence invisible que vous n'avez pas à inviter, mais qui refuse de partir? Cette sensation peut surgir sans prévenir, au détour d'un silence, au cœur de la nuit, ou en plein milieu d'une conversation anodine. Leur nom, leur image, leur voix, tout semble graviter autour de cette personne comme si votre esprit tournait en boucle. À première vue, cela peut sembler romantique, nostalgique ou dérangeant. Mais si cette pensée constante n'était pas simplement un caprice de votre cœur ou une obsession mentale, mais plutôt un message de votre âme, il y a dans cette insistance de la pensée un parfum d'étrangeté, comme si une partie de vous-même cherchait désespérément à attirer votre attention, non pas vers l'autre, mais vers quelque chose de plus enfoui, vous-même. Ce n'est pas l'autre qui crie dans votre esprit, c'est votre propre reflet, projeté à travers le miroir de cette personne. Un miroir qui ne montre pas le visage, mais l'intérieur. C'est là que Carl Jung intervient. Il ne s'agirait pas simplement d'une obsession, mais d'un appel subtil de l'inconscient, comme si votre être intérieur utilisait l'image de l'autre pour vous parler, vous éveiller, vous ébranler même. Imaginez un instant un jeune homme, solitaire mais rêveur, qui ne peut s'empêcher de penser à une collègue rencontrée brièvement. Elle n'était pas particulièrement belle ni séduisante, mais elle dégageait une énergie qu'il ne comprenait pas. Chaque jour, son image revenait, obsédante. Et chaque fois qu'il essayait de rationaliser cette fixation, la sensation ne faisait que s'intensifier. Ce n'est que plus tard, en observant cette obsession d'un œil neuf, qu'il réalisa qu'elle représentait tout ce qu'il avait refoulé, sa créativité, sa spontanéité, sa liberté. Elle n'était pas un amour impossible. Elle était le symbole vivant de la part de lui-même qu'il avait étouffé depuis trop longtemps. Le cerveau humain aime les explications simples. L'amour non réciproque, la nostalgie, le manque. Mais l'âme ne suit pas ces chemins linéaires. Elle préfère les détours, les symboles, les éclats. Et parfois, elle choisit une personne, réelle ou imaginaire, comme catalyseur de ce que vous devez affronter en vous. Ce n'est pas cette personne que vous poursuivez, c'est un souvenir non intégré, une qualité oubliée, une blessure jamais reconnue. C'est là que le voyage commence, non pas à l'extérieur, mais à l'intérieur. Il est essentiel de comprendre que vous ne pensez pas à cette personne simplement parce que vous êtes amoureux ou nostalgique. Il se peut que cette pensée récurrente soit une tentative de votre inconscient de vous faire évoluer. Vous êtes face à un message déguisé, une énigme à déchiffrer. Jung dirait que l'obsession n'est qu'un déguisement d'un besoin plus profond d'unité intérieure. L'image de l'autre agit alors comme une boussole, pointant vers ce que vous n'osez pas encore voir. Et si, au lieu de fuir cette pensée, vous la regardiez droit dans les yeux? Si vous laissiez cette obsession vous raconter une histoire que vous avez trop longtemps refusé d'écouter? Derrière l'ombre de l'autre se trouve peut-être la lumière que vous cherchez en vous. Il y a des jours où l'on croit que ce que l'on ressent pour quelqu'un nous appartient, comme si nos émotions étaient des créations pures, issues de notre volonté. Pourtant, combien de fois avons-nous été surpris par l'intensité soudaine d'un regard échangé, d'un souvenir qui ressurgit, d'une obsession qui semble étrangère à notre propre histoire? Carl Jung nous invite à retourner cette logique. Et si ce n'était pas nous qui pensions à l'autre, mais quelque chose en nous qui utilisait cette personne comme une surface de projection? Prenons une scène ordinaire. Une femme croise régulièrement un homme au travail. Il ne lui parle presque jamais. Pourtant, son image se répète sans cesse dans son esprit, à l'insu de sa volonté. Il l'agace même. Ce n'est pas un amour naissant. Elle en est sûre.
Alors pourquoi est-ce qu'il revient toujours? Elle commence à s'observer, et elle comprend peu à peu que cet homme, dans son attitude froide, dans son regard distant, lui rappelle son propre besoin de contrôle, sa peur du rejet, son autorité intérieure intransigeante. Ce n'est pas lui qui l'obsède, c'est ce qui l'éveille en elle. C'est cela, la projection. Un mécanisme silencieux par lequel l'esprit déplace vers l'extérieur une part de lui-même qu'il n'ose pas encore intégrer. Nous projetons nos blessures, nos manques, nos désirs enfouis sur ceux qui nous entourent. Ce n'est pas une trahison, c'est un langage. Le langage de l'ombre. Cette partie de nous qui contient autant la lumière que le chaos. Mais la projection peut être double. Parfois, elle prend la forme d'une fascination. On admire l'autre pour sa liberté, sa force, sa sérénité. Pourtant, ce ne sont pas nécessairement des qualités qui lui appartiennent. Ce sont des graines, enfouies en nous, qui attendent de germer. Lorsque nous sommes attirés par la lumière d'autrui, c'est peut-être la nôtre qui tente de se réveiller. Jung appelle cela une projection positive. Une invitation intérieure déguisée en admiration extérieure. Et il y a l'autre face, celle qui dérange. Cette irritation envers quelqu'un que l'on ne supporte pas, sans comprendre pourquoi. Ce rejet viscéral, parfois irrationnel. Jung dirait qu'il s'agit souvent d'une projection négative. Nous détestons ce que cette personne reflète de nous. Elle incarne quelque chose que nous avons refoulé, une part que nous préférons ignorer. Peut-être une colère, une faiblesse, un besoin de reconnaissance. Et plus nous la repoussons, plus elle nous suit. Un jour, un jeune thérapeute racontait à quel point il détestait l'un de ses patients. Arrogant, sûr de lui, incapable d'écoute. Jusqu'au moment où un collègue lui suggéra de se demander pourquoi cette arrogance l'affectait autant. C'est alors qu'il comprit qu'il enviait secrètement cette confiance, cette capacité à imposer sa parole. Ce qu'il prenait pour un défaut chez l'autre était en fait une force qu'il n'avait jamais osé développer. Ce jour-là, il cessa de juger et commença à apprendre. Nos projections ne sont pas nos ennemis. Elles sont des révélateurs, des éclats de miroirs disséminés dans les autres, qui, mis bout à bout, dessinent notre propre reflet, à condition d'avoir le courage de regarder. Il existe des rencontres qui frappent sans logique, comme une musique que l'on n'a jamais entendue, mais qui semble nous appartenir depuis toujours. Ces moments où quelqu'un nous attire d'une manière presque surnaturelle, non pas par son apparence ou ses mots, mais par une résonance profonde, intime, presque ancienne. Jung ne parle plus ici simplement de projection. Il évoque les figures archétypales de l'anima et de l'animus, ces présences invisibles en chacun de nous, qui s'éveillent au contact de l'autre comme si le miroir devenait vivant. Imaginez un homme réservé, discret, qui rencontre une femme vive, intuitive, mystérieuse. Dès la première interaction, un trouble s'installe. Ce n'est pas de l'amour, ce n'est pas non plus du désir. C'est une reconnaissance étrange, une sensation d'être à la maison dans l'âme de l'autre. Ce qu'il ne sait pas encore, c'est que cette femme incarne son anima, l'aspect féminin enfoui en lui, cette part intuitive, créative, libre qu'il a longtemps laissée en sommeil. Il n'est pas amoureux d'elle. Il est appelé par ce qu'elle réveille en lui. L'anima chez l'homme, l'animus chez la femme, ne sont pas simplement des symboles psychologiques. Ce sont des forces vivantes qui orientent notre manière d'aimer, de comprendre, d'aspirer à quelque chose de plus grand. Lorsqu'un homme projette son anima sur une femme, il voit en elle bien plus qu'une personne. Il voit une muse, une inspiration, un guide. Il peut même croire qu'elle détient une clé de son destin. Mais souvent, ce qu'il cherche réellement, c'est à renouer
avec cette dimension féminine intérieure qu'il a oubliée. Et pour une femme, c'est la même chose, inversée. Elle peut rencontrer un homme dont la force, la clarté, la logique l'attirent intensément. Il devient pour elle une sorte de repère, une structure, une direction. Mais cette attirance profonde est souvent la manifestation de son animus, cette voix masculine en elle qui cherche à émerger. Elle ne voit pas seulement l'homme, elle voit en lui la matérialisation d'un équilibre qu'elle a besoin d'incarner. Cette dynamique peut être magnifique, mais aussi piégeuse. Car lorsqu'on ignore que l'on projette son anima ou son animus, on attribue à l'autre des qualités qu'il n'a pas. On l'idéalise, on le sacralise. On attend de lui ou d'elle qu'il nous complète, qu'il nous sauve, qu'il nous transforme. Et vient alors la douleur. Quand la personne réelle ne correspond pas à l'image que notre inconscient lui a attribuée. Le choc est brutal, mais nécessaire. Jung ne condamne pas ces projections. Il les considère comme des étapes. Elles sont comme des phares qui éclairent ce que nous devons intégrer. Une femme attirée par un homme charismatique n'a pas besoin de ce charisme à l'extérieur. Elle a besoin de réveiller cette puissance en elle. Un homme fasciné par la douceur d'une femme doit apprendre à nourrir cette douceur dans sa propre vie. Il ne s'agit donc pas d'aimer moins ou de se méfier de ce que l'on ressent, mais d'aimer en conscience. De comprendre que l'autre est parfois un messager, un pont vers notre propre complétude. L'amour devient alors un chemin vers soi-même, une danse intérieure reflétée dans les yeux d'un autre. Et chaque pas fait avec lucidité est un pas vers l'intégration. Dans certaines relations, ce n'est pas ce qui est dit ou fait qui nous touche, mais ce que la personne semble représenter, comme si elle incarnait un rêve, une idée, un idéal. Cette sensation, bien plus fine que l'attirance physique, s'approche de ce que Carl Jung appelle l'amour platonique et l'idéalisation. Ce n'est pas un amour que l'on veut consommer. C'est un amour que l'on contemple, presque sacré. L'autre devient un symbole, parfois plus grand que nature, de ce que nous aspirons à devenir. Un homme, par exemple, peut se retrouver fasciné par une amie qu'il ne voit qu'à travers des échanges profonds, sans aucune intimité physique. Il se sent compris, inspiré, élevé. Elle est pour lui comme une étoile inaccessible, une force qui transcende son quotidien. Il n'imagine pas une vie avec elle, mais elle nourrit silencieusement son monde intérieur. Ce qu'il ressent, ce n'est pas de la passion au sens traditionnel. C'est une quête spirituelle qui a trouvé une forme humaine. Ce type d'attachement n'est pas rare, et il peut être extraordinairement transformateur, tant qu'il reste conscient. L'idéalisation devient problématique lorsqu'elle nous éloigne du réel. Lorsque l'on projette sur l'autre tout ce que l'on admire ou tout ce que l'on souhaite être, on risque de ne plus voir la personne telle qu'elle est. L'ami, l'amant, le guide, devient alors une image, un modèle, un fantasme. On ne l'aime pas pour ce qu'il est, mais pour ce qu'il représente. Et tôt ou tard, la réalité finit par heurter cette illusion. Une femme pourrait se souvenir d'un ancien professeur qui, par sa rigueur, son éloquence et sa sagesse, a bouleversé sa vie intérieure. Bien des années après, elle pense encore à lui. Pas avec regret, ni désir, mais avec une sorte de fidélité intérieure. Dans sa mémoire, il est devenu un monument, un repère moral. Mais si elle devait le revoir aujourd'hui, dans une situation banale, elle serait peut-être surprise et même déçue par sa simplicité, son humanité. Ce n'est pas lui qu'elle chérit, c'est ce qu'il a éveillé en elle. Cette tendance à idéaliser les gens vient souvent d'un besoin de direction. Nous cherchons des modèles extérieurs parce que nous avons perdu de vue
nos propres potentiels. Jung suggère alors un retournement radical. Et si les qualités que nous attribuons aux autres n'étaient que des fragments de nous-mêmes en attente de révélation? L'admiration devient alors un indice, un signal précieux de ce que notre âme cherche à incarner. La beauté que vous voyez chez l'autre, la force qui vous inspire, la sagesse qui vous touche. Tout cela est peut-être déjà en vous, prêt à éclore. Il ne s'agit pas d'éteindre cette admiration ni de mépriser l'élan platonique. Au contraire, il s'agit de le reconnaître pour ce qu'il est, une impulsion spirituelle. L'autre personne devient alors un déclencheur, non un sauveur, un révélateur, non une béquille. Et dans cette dynamique, la relation se purifie. Elle devient un espace d'élévation, où chacun peut être aimé sans être figé dans une image irréelle. Lorsque nous cessons de projeter nos idéaux sur l'autre, nous faisons un pas de plus vers notre autonomie intérieure. Nous cessons de chercher dehors ce qui a toujours voulu naître dedans. Certains événements dans la vie semblent si chargés de sens qu'ils nous coupent le souffle. Vous pensez à quelqu'un sans raison particulière, et cette personne vous appelle. Vous rêvez d'elle, puis la croisez par hasard le lendemain. Ce genre de coïncidence laisse souvent un étrange frisson derrière lui, comme si le hasard jouait un jeu trop précis pour être crédible. Carl Jung a nommé ce phénomène la synchronicité, une manière mystérieuse pour l'univers de nous parler, en dehors de toute logique apparente. Imaginez un adolescent tourmenté par une rupture amoureuse. Il tente de passer à autre chose, en vain. Chaque jour, elle lui revient en tête, sans invitation. Puis un soir, au moment exact où il tente de la rayer de son esprit, en brûlant une lettre qu'il ne lui a jamais envoyée, son téléphone vibre. Un message d'elle. Rien d'important, juste un mot, une présence. Pour lui, ce n'est pas une simple coïncidence, c'est un signe. Il ne le comprend pas encore, mais quelque chose cherche à l'éveiller à une réalité plus vaste. Ce que Jung propose, c'est que certaines pensées ou rencontres ne sont pas des erreurs aléatoires du quotidien, mais des messages codés. L'univers, ou peut-être notre inconscient profond, organise des accidents pour capter notre attention. Ces moments ne répondent pas à la logique habituelle de cause et effet. Ils fonctionnent selon une logique du sens. Ce n'est pas pourquoi cela arrive qui compte, mais ce que cela signifie. Un homme en deuil se souvient de son père disparu chaque fois qu'il entend une chanson particulière. Il sait que c'est irrationnel, mais il ressent une présence. Une fois, alors qu'il se sent perdu, il entend cette chanson jouer à la radio, alors qu'il traverse une phase cruciale de sa vie. Il ne cherche pas à prouver une connexion surnaturelle. Il sent simplement qu'il est aligné avec quelque chose de plus grand, comme si l'univers lui faisait un clin d'œil. Ces expériences éveillent un sentiment d'appartenance. Elles nous rappellent que nos pensées, nos émotions, nos désirs ne flottent pas isolés dans une bulle. Ils s'insèrent dans un tissu invisible d'événements, de symboles, de relations. En remarquant ces synchronicités, nous apprenons à écouter plus attentivement notre vie. Un nom qui revient sans cesse, un visage croisé dans les rêves, une phrase répétée par plusieurs personnes sans lien entre elles. Tout cela mérite notre attention, non pas comme des superstitions, mais comme des indices. Le danger serait de forcer le sens, de voir des signes partout, d'interpréter chaque coïncidence comme un destin gravé. Mais l'inverse est tout aussi regrettable. Ignorer ces clins d'œil de la vie par excès de rationalité. Il s'agit d'équilibrer, ouvrir les yeux sans s'égarer, accueillir les signes sans leur construire une religion. Jung ne dit pas que chaque pensée persistante est un message cosmique, mais certaines le sont peut-être, et les ignorer serait manquer un rendez-vous essentiel avec soi-même. Ce que ces synchronicités
nous enseigne surtout, c'est l'humilité. Nous ne contrôlons pas tout. Il y a dans nos vies des ponts que nous n'avons pas construits, des croisements imprévus, des fils invisibles. Accepter cela, c'est entrer dans une autre forme de conscience, plus fine, plus subtile, mais aussi plus riche. C'est reconnaître que parfois, lorsque l'on pense à quelqu'un sans raison apparente, ce n'est pas une obsession à fuir, c'est une direction à suivre. Certaines personnes entrent dans notre esprit comme des passants, et puis sans prévenir, elles s'installent, s'immergent, deviennent des résidents silencieux de notre univers intérieur. Ce phénomène, souvent déroutant, devient alors une invitation à explorer ce qui, en nous, les appelle. Pour Carl Jung, penser constamment à quelqu'un n'est pas seulement une expérience émotionnelle ou psychologique. C'est un rite intérieur, un passage, un processus que l'on appelle l'individuation. L'individuation n'est pas une quête de perfection. Ce n'est pas non plus une course vers une version idéalisée de soi. C'est un retour vers l'authenticité, vers l'intégration de toutes nos dimensions, nos pensées conscientes, nos impulsions refoulées, nos élans lumineux et nos zones d'ombre. Et souvent, étrangement, ce retour commence par une personne, une seule, celle à laquelle on pense sans pouvoir l'expliquer. Visualisez une femme qui, depuis des mois, pense à un ancien amour qui l'a profondément blessée. Elle ne veut plus de lui dans sa vie, mais son esprit le convoque sans cesse. Elle croit être faible, elle croit manquer de volonté, jusqu'au jour où elle comprend que ce n'est pas lui qu'elle retient. C'est ce qui l'a éveillée. Il a été la porte, douloureuse, oui, vers une partie d'elle qu'elle avait oubliée. Sa vulnérabilité, sa sensibilité, son besoin d'être aimée sans condition. En acceptant de regarder cette souffrance, elle cesse de fuir. Et en cessant de fuir, elle commence à guérir. Chaque personne qui persiste dans notre esprit peut jouer ce rôle. Révélateur, déclencheur, miroir. Loin d'être un obstacle, elle peut être un guide. Non pas parce qu'elle détient des réponses, mais parce qu'elle réveille en nous les bonnes questions. Qui suis-je quand je pense à cette personne? Qu'est-ce qu'elle incarne? Qu'est-ce qu'elle active? Et surtout, qu'est-ce que cela dit de ce que j'ai à reconnaître en moi? Le chemin de l'individuation, selon Jung, est un processus lent, profond, exigeant. Il demande de la sincérité, du courage et parfois une certaine solitude intérieure. Mais il offre en retour ce que peu de chemins offrent, la paix d'être soi-même, pleinement, sans devoir se découper en morceaux pour plaire, sans devoir cacher ses failles pour survivre. Si une pensée persiste, c'est peut-être parce qu'elle contient en elle une mission, un appel, un éclat du soi véritable qui cherche à se révéler. Et cette personne que vous n'arrivez pas à oublier n'est peut-être pas là pour combler un vide, mais pour vous rappeler ce que vous êtes venu combler en vous. Alors la prochaine fois que ce visage revient, que ce nom s'impose, que cette voix vous traverse l'esprit sans prévenir, ne tournez pas le regard. Écoutez, accueillez, interrogez. Ce n'est pas une distraction, c'est un chemin. Et si cette vidéo a éveillé en vous une réflexion, une émotion, une reconnaissance, n'hésitez pas à partager ce que vous avez ressenti en commentaire. Abonnez-vous si vous souhaitez continuer ce voyage intérieur avec nous. D'autres voix, d'autres visages, d'autres fragments de vous-même vous y attendent.